Bonjour à tous, bienvenue dans la première émission du sacré numéro de 2021, c'est la saison 3, épisode 1, ravi de vous retrouver autour de notre table virtuelle. Je dédie cette émission évidemment à son créateur, monsieur Nicolas Berriex, qui nous retrouvera très prochainement pour une émission du sacré numéro. Mais aujourd'hui, j'ai trois acolytes de grand talent qui nous ont choisi trois photos magnifiques. On va revenir dessus parce que maintenant vous avez vu, nouvelle overlay, nouvelle disposition, émission enregistrée le lundi 1er février, il est 18h10. Donc s'il y a des petites erreurs, des changements, ne nous en voulez pas. Et on commence le tour de table avec celui qui change de décade aujourd'hui. Il a mis une photo d'Arnaud Desmar avec un maillot cyclamen. Monsieur Clément Méteni, bonsoir. Bonsoir Monsieur Romain Giton, bonsoir à tous. Un très joyeux Voilà, anniversaire. ravi et merci beaucoup, ravi de retrouver le sacré numéro sur 100% live. Et bien un plaisir partagé. C'est un autre habitué du sacré numéro qui a choisi de se prendre en photo avec un superbe maillot de champion d'Italie de Monsieur Viviani. Francisco est avec nous. Monsieur le Tavernier, bonsoir. Salut Romain, salut toute la team, super content d'être avec vous. Bah, ravi que tu sois de retour. Et puis alors cette photo, j'en ai rêvé toute la nuit. Ah puis t'as le choix, t'as tout ce que tu veux en photo. Hein. Ah oui, on verra peut-être pour les prochaines pour changer un peu les photos. Et puis alors, il aurait pu nous faire un wheeling. Il a choisi de pédaler sans les mains avec un photomontage d'une qualité totalement incroyable. Benoît est avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Romain, même pas photomontage, c'est Oh, une c'est pas photo vrai. prise à l'instant. Oh, J'ai su tenir en équilibre avec cette magnifique chemise. Il faisait froid l'hiver, mais voilà, c'est un plaisir en tout cas de prêter ma voix à la radio du vélo. eh ben, c'est un plaisir partagé. Superbe photo. Vraiment la grande classe sur son vélo. Il n'y a que moi qui a choisi ma pauvre photo de Julien Alaphilippe. Classique, hein, petit maillot jaune sur les épaules. On connaît. On va sans plus tarder vous présenter le menu de la soirée, enfin de l'émission plutôt. Trois thèmes principaux. On va parler de la saison 2021 puisque la saison a déjà plus ou moins entre guillemets repris avec le Grand Prix de la Marseillaise qu'on détaillera un petit peu plus tard dans l'émission. On va se poser la question de savoir si la saison 2021 va être tronquée. On fera un petit top flop ensuite de l'intersaison, les meilleurs transferts, les pires transferts de cette intersaison. Et puis comme je l'ai dit, on va revenir sur le Grand Prix de la Marseillaise et puis on va parler de ce qui arrive, l'étoile de Bessèges. François nous fera un petit topo puisqu'il sera notre envoyé spécial pour Wii Sport pendant toute la semaine du côté de Bessèges. Et puis on reviendra vite fait aussi sur le cyclocross avec Mathieu Van Der Poel qui a encore fait des siennes. On va attaquer sans plus tarder le premier thème, si j'arrive à faire marcher l'overlay, ce qui n'est pas forcément évident. J'y arrive tout de suite. Hop, C'est 2021. la mise en route, c'est le début. C'est compliqué, il faut qu'on se radapte. 2021, saison tronquée, voilà, c'est la question que je vous pose, chers collègues. Qui veut se lancer dans ce premier débat? D'accord, on Ah, c'est va... vrai que ça fait Oui, un peu parce que... peur quand tu C'est la lis. reprise. Qui veut se lancer? Ouais, c'est François. Allez, vas-y. Ouais, non, je disais, c'est vrai que ça fait un peu peur quand tu lis toutes les annulations qui sont annoncées. Nous-mêmes sur Twitter, on en a relayé quelques-unes. On a relayé le report, par exemple, du Grand Prix de Denain. À ce jour, la future date n'est pas encore connue. Nous avons également relayé l'annulation du Tour de Normandie. C'est dommage parce que c'est toujours une très belle épreuve. Parallèlement à ça, il y a quand même des organisations qui semblent tenir le cap. Je pense aux 4 jours de Dunkerque. Bon, eux, ils sont assez confiants pour l'avenir, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que ça fait peur parce que même au niveau du World Tour, toutes les courses australiennes ont été annulées. La Vuelta a San Juan, c'est pareil, ça a été annulé. Le Tour de la communauté valencienne, ça c'est pareil, c'est annulé. Le Tour de l'Oman, le Saudi Tour, c'est pareil, ça a été annulé aussi. Tour de Colombie, c'est pareil, on ne le verra pas. Le Tour de Yorkshire, enfin bref, j'en passe, c'était meilleur. Donc en fait, le calendrier, déjà dès la reprise, est impacté. Au niveau professionnel, je pense qu'on essaie de sauver les meubles. Par contre, sur le calendrier féminin et sur le calendrier espoir, ça va être vraiment de l'émental. Ouais, c'est vrai que... Vas-y Clément, vas-y, je te laisse réagir. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de courses annulées. C'est vrai que c'est dommage
des fois des organisateurs ont plus ou moins de budget. Enfin, c'est vrai que voilà, ça fait mal à toutes ces courses qui sont annulées, qu'on espère revoir l'année prochaine, ou celles qui sont simplement reportées, qu'on espère revoir à une autre date cette année. Après, saison tronquée, bon, je pense que on a trouvé entre guillemets «un certain rythme» après la saison 2020 qui, elle, a été vraiment chamboulée de fond en comble, on va dire. Bon, on a trouvé voilà une certaine organisation avec un protocole sanitaire, et cetera, qui est maintenant mis en place partout. Donc je pense que pour les courses maintenues, tout devrait normalement se dérouler sans trop de problèmes, on va dire. Avec voilà, avec les courses majeures, et donc évidemment les courses à plus gros budget, on va dire, et donc ce qui leur permet de se maintenir, et d'appliquer ce protocole sanitaire assez exigeant. Maintenant, voilà, je pense pas que ça va forcément bouleverser les coureurs, les équipes. C'est vrai que c'est un programme à réajuster pour les coureurs peut-être, mais non, je pense qu'on va avoir une saison 2021 assez passionnante, je pense. De nombreuses échéances, voilà, j'espère le retour de Paris-Roubaix, voilà, on aura le Tour de France, on aura les Jeux olympiques, voilà. Normalement, on espère que les Jeux olympiques seront maintenus, donc plein de belles choses qui devraient venir. Ok, bah merci Clément. Benoît, avant de te faire réagir, je voulais juste qu'on revienne un petit peu justement sur les courses qui ont été annulées. On parlait de Paris-Roubaix. On sait que les Italiennes ont failli être annulées. Elles ont été courues dans un contexte assez difficile la saison dernière. Cette saison, ça devrait être un petit peu mieux. Je pense notamment au Strade Bianche, à Milan-San Remo, tout avait été un petit peu chamboulé. Est-ce que cette année, avec maintenant l'habitude de ce protocole, Benoît, est-ce qu'on peut avoir justement, comme le disait Clément, une saison un peu plus normale? Déjà, on peut être content d'avoir une saison en 2021 et elle permettra aux coureurs, de se préparer pour les grands tours et de se retrouver, dans des courses, en moins grande quantité. Il y en aura moins forcément, mais le temps que chacune, des courses organisées se déroule dans de bonnes conditions, c'est peut-être l'important pour la saison 2021 et pour repartir peut-être de plus belle après en 2022. On savait que, on allait devoir, faire de 2021 à 2021 des saisons à part, à cause du covid et repartir, plus tard. Ok, très bien. D'une manière globale, je pense que vous êtes plutôt, on va dire, satisfait, ou enfin, pas satisfait, mais ambitieux pour cette saison 2021. On espère en tout cas qu'on pourra avoir un maximum de courses. On rappelle que le World Tour, comme le disait François, a été déjà bien impacté puisque la reprise se fera aux Émirats Arabes Unis la dernière semaine de février, alors qu'on reprend d'habitude avec le classique et non moins mythique Tour Down Under en Australie, donc les courses australiennes qui ont été annulées cette saison avec la Cadel Evans notamment, et j'en passe, toutes les courses australiennes, et donc la tournée en Amérique du Sud aussi avec la Colombie, l'Argentine, avec le Tour de San Juan qui donc ont été annulés. On va passer maintenant à notre deuxième thème de la soirée, et on va parler top flop, puisqu'il s'est passé pas mal de choses pendant cette intersaison, pas mal de gros transferts, de grosses surprises. Messieurs, quel est votre top déjà de cette intersaison? On va commencer du coup par Benoît qui vient de terminer. Mon top intersaison, alors j'ai envie de parler de Romain Bardet. Il quitte AG2R pour se relancer, il a 30 ans et il va découvrir, les courses avec de nouveaux partenaires et il sera bien encadré. Heu, Malheureusement, il n'aura pas Marc Hirschi à ses côtés il est parti, de l'ex-team Sunweb des DSM pour rejoindre UAE. C'est peut-être quelque chose qui va lui manquer puisque Marc Hirschi, ça a été la révélation, de 2020. Du coup, Romain Bardet, il va se lancer, dans une nouvelle saison pour essayer, voilà, de faire mieux encore, pour les grands tours. Heu, il sera aussi épaulé par, Tish Benoot, des coureurs comme ça qui commencent à avoir, de l'expérience maintenant et il aura peut-être plus ses chances, dans cette nouvelle équipe, qu'à AG2R, là où il a appris, depuis le début de sa carrière.
Ok, moi je suis plutôt d'accord avec toi sur le cas Romain Bardet, un transfert qui va peut-être lui permettre de rebondir un petit peu dans sa carrière. Clément, ton top de cette intersaison. Mon top de cette intersaison, alors j'avoue que je sais pas, j'ai pas un top, qui se détache. Heu, voilà, souligner peut-être le gros Ah, recrutement on va dire, avec, tu peux répéter ta phrase plus avec fort parce que ça nous a coupé. donc oui, je parlais du gros recrutement d'Ineos, voilà, avec, Tom Pidcock, Richie Porte, Adam Yates. Voilà, on a des gros noms qui viennent ou qui reviennent, dans cette équipe, donc voilà, on attend évidemment de voir ce que ça va donner. Sinon, un top qui se détache, je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi l'équipe, AG2R. Voilà, AG2R, Citroën maintenant, donc avec, les arrivées de Lilian Calmejean, de Greg Van Avermaet. Voilà, ça peut donner des choses, pas mal, donc voilà, j'ai pas un top qui se détache, mais j'ai plusieurs choses, que j'ai hâte de voir un petit peu cette saison, voilà, l'arrivée de Miguel Angel Lopez aussi chez la Movistar, voilà, des choses comme ça qui attisent ma curiosité. Très bien, merci Clément. Et enfin François pour terminer. Bah, concernant Ineos Grenadier, moi je pense à l'inverse de Clément. Franchement, je vois pas ce que Richie Porte vient faire chez Ineos. C'est un retour à la maison quelques années en arrière. Quel rôle il va jouer à part le rôle d'équipier? Pour moi, pas mieux. Adam Yates, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Je ne suis pas convaincu qu'il puisse jouer un premier rôle. Par contre, Clément, 100% d'accord avec toi concernant AG2R. L'arrivée de Greg Van Avermaet, ça, c'est indiscutable. C'est un gros top. Apparemment, il s'entend très bien avec Oliver Nassen. Donc, sur les Flandriennes, ça va faire mal. Lilian Calmejean, ça me fait plaisir aussi de le voir chez AG2R. Ça m'a surpris quand il a quitté Total Direct Energy. Mais on l'a vu vraiment archi motivé. Il a fait une très belle Marseillaise. Donc, ça, grosse satisfaction. Après, petit flop aussi côté Total Direct Energy, les arrivées d'Alexandre Geniez et de Van Bolasson-Hagen. Je Attends, comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. tu anticipes parce que les flops vont arriver juste après. Donc on est plutôt d'accord sur AG2R qui est un petit peu on va dire le top équipe. Vas-y, vas-y. Pour rebondir juste sur ce que disait François, enfin Ineos, c'est vrai, bon, j'ai jamais dit que Richie Ah, alors Clément, ça par, reste quand même, voilà, Richie par Porte, contre Adam Yates. Clément, on entend un mot sur deux de ce que tu nous racontes là pour l'instant. Crevaison en roue arrière Ouais, pour Clément Métainier. dès la première, Ah c'est oui, compliqué. des petits problèmes. Est-ce que C'est- là c'est mieux Ouais, peut-être? c'est mieux, c'est mieux. Donc je disais oui, ils arrivent évidemment pas en tant que leader, mais en tant qu'équipier et voilà, à voir ce que ça va donner. Ça reste quand même des très bons équipiers, Richie Porte, Adam Yates. C'est sûr qu'ils arrivent pas en tant que leader, ça c'est sûr. Bon, en tant qu'équipier, il y a pire aussi, hein, voilà, ça peut être quand même, très bien et puis sinon, oui, on est totalement d'accord sur, AG2R. C'est vrai que oui, l'entente Van Avermaet et Oliver Nassen, ça peut être très, très bon sur les classiques, ça. Mais en fait, Clément, ce qui me surprend chez Richie Porte, il vient enfin de faire podium sur un grand tour. Donc tu te dis qu'il peut avoir un petit peu plus d'ambition dans sa propre équipe. Et en fait, non, il retourne qu'à ce départ. Non, mais c'est vrai, non, mais après je comprends, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que oui, ce choix, il est un peu, ouais, discutable, on peut le dire, mais voilà, après bon, il y a peut-être d'autres paramètres aussi qui rentrent en jeu, paramètres financiers notamment, voilà, on connaît pas tous, les détails des contrats. Donc après il revient en tant qu'équipier, c'est sûr que là, bon, s'il avait encore des ambitions sur les grands tours, il peut leur dire adieu, je pense. Mais bah, voilà, à voir ce que ça va donner en tant qu'équipier et voilà, si lui ce rôle-là lui convient, tant mieux, j'ai envie de dire. Par contre, Clément, tu as oublié quelque chose dans les tops. Il y a eu de très belles signatures chez Groupama FDJ. Il y a les jeunes garçons prometteurs qui ont prolongé leur contrat. Je pense notamment à Valentin Madouas jusqu'à 2024. Ça, c'est beau ça. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Ah oui, bah alors après, ouais, c'est pas des transferts d'autres équipes, mais c'est vrai que oui, les signatures, que ce soit de la Conti, de Jake Stewart notamment, voilà, c'est le premier qui me vient. Et puis la prolongation de Valentin Madouas, c'est une très très bonne chose pour Groupama. Enfin, Groupama. Donc Valentin Madouas, c'était vraiment la prolongation la plus tardive. Sinon, on a aussi voilà, tout un tas de prolongations. On a Thibaut Pinot, il me semble. Voilà, on a plein de coureurs qui ont prolongé. Donc c'est très très bien, je trouve, pour cette équipe qui va pouvoir évoluer dans la continuité. Tout à fait. Pour terminer sur les flops, moi je vais pour les tops, pardon, je vais ajouter quand même. On parle beaucoup d'AG2R. Vous avez parlé de Van Avermaet, de Kelmejan, de Bob Jungels. Moi, quand je vois Ben O'Connor, Damien Touzé, Marc Sarro aussi, notamment qui ont de bonnes pointes de vitesse, c'est quand même un groupe très complet et ça remplace quand même bon un trio Bardet, Latour, Vuillermoz avec Alexandre Géniès qu'on peut rajouter, Sylvain Dillier. Je trouve qu'il y a quand même un gros step-up de fait de la part de DAG2R. Quand je regarde un petit peu les autres transferts, très déçu de l'intersaison. On va en parler. Je vais entamer les flops. Voilà, je commence tout seul. On va peut-être parler d'Education First, qui lâche quand même Michael Woods, Daniel Felipe Martinez, Daniel Kangert, Simon Clark notamment. Tout ça pour récupérer Michael Van Graven. C'est quand même très léger. Mais Seb Van Mark aussi qui part chez Israël notamment. C'est quand même très léger là, comme mercato. François, si tu veux commencer. François, est-ce que tu m'entends? Ah oui, là c'est bon, je C'est mieux. t'entends. C'est bon, je t'entends. Oh, tu sais, Romain, Education First, pour moi, ils ont un point commun avec Movistar, j'arrive pas à les comprendre. Ah, tu peux détailler, hein. Tu peux détailler. Pour moi, c'est une équipe fantôme qui a pas de stratégie. Tu les vois plus. Parce que la saison Je. passée, enfin même les deux dernières saisons étaient prometteuses avec Martinez notamment, Michael Woods qui font quand même des bons résultats sur les grands tours qui se montrent, hein. Et là, on comprend pas trop c'est quoi la stratégie. Est-ce que le projet TJ Van Garderen 20 ans après va enfin voir le jour? Bon, bah ça, TJ Van Garderen, franchement, tu peux l'oublier. Tiens, Ah, lui, c'est comme t'es Alexandre dur, t'es Geniez. dur, t'es dur. Non, Ah non, non, t'es dur. Là, je Van te laisserai pas Garderen, c'est comme critiquer Alexandre TJ. Geniez. Tu peux l'envoyer chez TDA si tu veux. Oh, Non, mais, oh. non, mais franchement, Education First, non, clairement, je comprends pas le projet. Là, tu apprends que maintenant, la ville de Marseille est devenue également sponsor de cette équipe. Nippo, pareil, ils sont sponsors de l'équipe. Non, franchement, je comprends pas. Très bien. En tout cas, est-ce que tu as un autre flop peut-être à ajouter, François? Non, je pense avoir fait le tour. Très bien. Clément, c'est à ton tour. Non, je peux pas laisser critiquer. Ah oui, mais ça coupe quand tu essaies de contredire François, il avait peut-être raison finalement. Donc, et TJ. Clément, Mais c'est on a un gros souci, on a perdu Clément. c'est Visiblement, pas possible. C'est pas possible. C'est parce qu'ils visiblement, veulent pas. Il y visiblement, a, un boycott. visiblement, il y a pas que l'âge qui a pris de la vieillesse, ton ordinateur aussi, hein. Et écoute, moi, ça m'indique pas que j'ai des problèmes. Mais enfin, non, c'est parce qu'il y a un boycott. On veut pas ici que je défende TJ Van Garderen. Voilà, je pense que c'est ça À l'hypothèse. juste raison peut-être. Et non, après, c'est vrai que c'est un mercato qu'on peut difficilement comprendre. J'allais justement aussi parler de celui de Movistar, moi, concernant mes flops. C'est vrai que voilà, Movistar, bon, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à dire sur cette équipe. À un niveau stratégie, c'est vrai que c'est peu compréhensible, on va dire. Après, sinon, concernant les autres flops, qu'est-ce que j'ai vu passer tout à l'heure et que je me suis dit, oula, mais si, c'est l'équipe Astana. Je sais pas, moi je trouve Astana, enfin c'est Astana, ils perdent Miguel André Lopez, ils perdent Fuglsang, voilà, je sais pas, ils perdent Vlasov aussi. C'est Astana, moi je me pose des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire cette saison, Astana? Voilà. C'est vraiment les flops, ouais, Movistar, Astana, j'ai pas trop compris. Très bien, moi je suis plutôt d'accord avec toi sur Astana, Benoît, pour conclure sur les top flops. Moi, je voulais aussi parler d'Education First, comme ils se sont fait complètement dépouiller l'intersaison. Bah, pareil, je pense comme François, c'est un peu incompréhensible.
Sinon, après, au niveau des autres transferts, j'ai rien de particulier à dire. Peut-être une info qui s'est déroulée pendant l'intersaison. La pause de Top Dumoulin qui fait une pause dans sa carrière. C'est dommage pour cette saison 2021, justement, que c'est un des coureurs qu'on attend souvent dans les grandes courses et il ne sera pas là cette année. Messieurs, vous m'avez parlé de beaucoup de transferts. Il y en a un qui manque à l'appel et qui a pourtant secoué le monde du cyclisme, tant on n'était pas prêt à ça. Marc Hirschi, comment vous avez réagi? Expliquez-moi un petit peu, parce que là, l'affaire Marc Hirschi, on n'était quand même pas prêt à ce que ça tombe comme ça. François, comment t'as réagi un petit peu à ce transfert? D'après ce que j'ai lu dans la presse à droite à gauche, Marc Hirschi n'était pas spécialement heureux dans son équipe. Son équipe n'aurait pas été reconnaissante de sa brillante saison. Bon, écoute, ça peut se comprendre. Il fait savoir qu'il est libre, qu'il se met sur le marché des transferts. L'une des équipes les plus puissantes a fait appel à lui, pourquoi pas. Bon, à voir. S'il n'est pas heureux chez lui, franchement, je comprends qu'il est voir ailleurs. Hein. Je ne pense pas que ça soit uniquement une affaire de gros sous. Après, c'est sûr que UAE a des moyens très importants et pour faire venir un coureur, pour eux, c'est pas compliqué, mais on lit que son salaire est multiplié par 14. Pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'abord sportive, une question de reconnaissance. Très bien. Clément, qu'est-ce que t'as pensé de ce transfert, toi? Alors, c'est vrai que juste avant de revenir sur Marc Hirschi, je vais me corriger tout de suite parce que je me suis totalement trompé. Non, il n'y a pas eu tant de Astana. Fuglsang et Vlasov restent chez Astana Ouais, finalement. En fait, c'est que j'avais mon je tableau suis avec les vérifié pour officiels. Vlasov. Ah, non, non, mais j'ai vérifié et donc il y a les officiels et Astana, donc c'est pas si catastrophique. Ils perdent Miguel André Lopez quand même, mais voilà, c'est pas si catastrophique. Mais bon, ils ont pas Ouais, recruté non plus merci, Clément. Donc après, pour revenir oui, sur Marc Hirschi, c'est vrai que ça a surpris tout le monde. Et donc, m'entends-tu? Oui, oui, c'est bon, vas-y, tu peux enchaîner. Ça a surpris tout le monde, Marc Hirschi. C'est vrai que, enfin, on s'y attendait pas du tout. Je sais pas vous, mais moi, Non, j'en je avais suis d'accord. absolument pas entendu parler. C'est vraiment ça a surpris tout le monde. Donc, à voir ce que ça donnera. J'ai vu des choses passer comme quoi il serait parti pour des raisons financières, peut-être. Bon, donc, c'est vrai que c'est surprenant. Je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, il aurait pu rester dans son équipe, voilà, aux côtés de Romain Bardet notamment. Maintenant, à voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est surprenant. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, messieurs, sur Marc Hirschi ou on a fait le tour de cette intersaison en termes de transfert? Bah, Marc Hirschi, je pense qu'il va essayer de rouler pour lui, mais dans une équipe très puissante, il va falloir qu'il se fasse une place, quoi. Très bien. Mais du coup, est-ce il risque pas de perdre beaucoup de grades par rapport à l'année dernière, justement, là où il était presque le leader de l'équipe et il va devenir juste un compagnon de route de Pogacar. Donc, est-ce qu'il aura le même rôle l'année prochaine? Eh bien, Ça va être difficile. c'est une bonne question. Je voudrais que vous réagissiez à cette question, Clément et François. Bah, moi, je pense que quand tu signes un contrat dans une nouvelle équipe, d'abord, tu te mets d'accord sur les courses que tu vas faire. Tu dis, OK, je viens chez vous. Maintenant, Pogacar, même pas en rêve, je suis équipier pour lui sur un grand tour. Tel classique me fait rêver. Vous me mettez leader sur cette classique. Et puis voilà, bah, point barre. Clément, tu es d'accord avec François? Oui, 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 oui. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il vient, oui, pour les classiques et qu'il fera pas les grands tours et c'est possible aussi. Bon, c'est vrai que enfin, c'est pour ça que moi, enfin, ça m'a vraiment surpris, oui, parce que c'est vrai que quand on voit qu'il y a déjà Pogacar, ou alors il fera un grand tour, je sais pas, j'ai pas vu sur quel grand tour Pogacar est prévu de faire. Peut-être qu'ils vont se partager un petit peu la saison. Enfin, je sais pas, mais oui, dans ce cas-là, pour les classiques, ouais, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Voilà, après, équipier de Pogacar, oui, ça me paraît enfin, après, c'est pas impossible, hein, mais ça serait ouais, ça serait étonnant de venir en tant que simple équipier, ouais.
Clément, je vais te mettre à l'aise. Pogacar, il nous a montré que de toute façon, il n'a pas besoin d'équipier pour gagner un grand cours. Donc, Ouais, Marc c'est Hirschi vrai. sur les classiques et c'est bon, l'affaire est faite. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. Très bien, merci messieurs pour ce deuxième thème. On va passer donc à ce qui s'est passé hier, à ce qui va se passer cette semaine. On est dans le sud de la France, on a tout d'abord eu le Grand Prix de la Marseillaise qui s'est disputé hier, le Grand Prix d'ouverture classique de la saison cycliste, avec un triplé français, puisque Aurélien Paré-Peintre s'est imposé devant Thomas Bouda et Brian Cocard. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Brian Cocard. À ce niveau-là, on va peut-être en reparler. On a vu notamment Lilian Calmejane plutôt en champ. Tu l'as souligné tout à l'heure, François, qui termine 8ème. On a vu Matteo Trentin. Un joli plateau pour cette ouverture. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course? Qu'il y a des petites choses que vous avez notées, messieurs. Benoît, notamment. Déjà, content que ce soit un Français qui gagne une des premières courses de l'année. Après, sur la course, c'était un peu serré. Il me semble qu'il était au fond du peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Il a su remonter, prendre la bonne échappée. Donc, voilà, une stratégie qui a sans doute marché pour AG2R. Et voilà, une saison qui commence bien pour les Français. Très bien, merci Benoît. Clément, ta réaction par rapport à ce Grand Prix de la Marseillaise? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai suivi d'assez loin, voilà, le Grand Prix de la Marseillaise. Déçu, franchement déçu de pas voir Brian Cocard, gagner cette course, voilà, ça aurait fait taire, les détracteurs. Je sais qu'il y en a dans cette rédaction. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu à ce niveau-là. J'aurais bien aimé voir, Brian Cocard, gagner. Non, après voilà, c'est beau de voir un triplé français, oui, comme disait, Benoît sur, une des premières courses de la saison. Donc non, après je peux voilà, sachant que j'ai pas forcément suivi la course, j'ai pas pu suivre la course, je peux pas vous apporter grand chose de plus, mais bon voilà, c'était juste, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir, Brian Cocard qui a été décrit, je me rappelle, comme, simplement un coureur qui va vite dans les lignes droites. Voilà, c'était ça, hein, que j'avais vu passer une fois. Donc donc c'est vrai que ça ça aurait été bien, de le voir gagner, puis même pour sa confiance, voilà, mais bon, ça arrivera un jour, je ne perds pas espoir en Brian Cocard. François, une réponse pour Clément. Bon, déjà, course intéressante. On a eu un scénario classique. Beaucoup de World Tour qui étaient invités, qui étaient présentes. Donc, en conséquence, ce sont les équipes dites de deuxième division qui ont animé la course. Il y avait même des troisième divisions avec notre ami Mandé Van Niekerk. Contrairement à d'habitude, on a vu Total Direct Energy ne pas se placer dans un coup. Ils ont fait comme le week-end dernier, pardon, en Espagne. En fait, ils font confiance désormais à leurs sprinters. En Espagne, ils ont fait confiance à Lorenzo Manzin qui s'est imposé. Dimanche, ils ont fait confiance à Edvald Boasson-Hagen. Bon, lui, par contre, il n'a pas gagné. La victoire d'Aurélien Paré-Peintre m'a vraiment surpris. Aurélien Paré-Peintre, c'est un jeune garçon qui est réputé pour être un excellent grimpeur. Souvenez-vous, lors du dernier Giro, il a fini meilleur français au classement général. Donc lui, c'est vraiment le grimpeur pur. Et le voir battre deux sprinteurs purs que sont Thomas Bouda et Brian Cocard, c'est vraiment très surprenant. Aurélien a expliqué son sprint. En fait, il savait qu'il y avait un gros vent de face. Donc il s'est vraiment protégé le plus longtemps possible pour ensuite déboîter du sillage de Cocard. Et battre deux purs sprinteurs, deux vrais pistards que sont Cocard et Bouda, franchement, c'est une très belle performance. Et je rappelle que Cocard et Bouda sont tous les deux champions du monde sur piste. Donc non, franchement, chapeau Aurélien Paré-Peintre. Ouais, alors on rappelle que le parcours est quand même bien vallonné, ça leur a peut-être cassé les jambes, c'est une course de reprise au sprinter, on peut peut-être l'expliquer comme ça, la victoire d'Aurélien Paré-Peintre, qui a aussi très très bien joué le coup, hein, à la manière d'un cadre de Ouais, sprint là qui s'est un peu abrité du vent. Donc quand on voit Lilian Calmejane 8ème notamment, Tim Wellens bon, qui a une bonne pointe de vitesse qui termine 6ème, le relief a quand même bien aidé, on a l'impression on va dire les baroudeurs grimpeurs. Ah oui, tout à fait, là-dessus, je te rejoins entièrement. Et puis, je vais aller dans le sens de Clément. Brian Cocard, ce n'est pas qu'un coureur capable d'aller vite sur ligne droite. Il a passé les bosses et Thomas Bouda, pareil. Hein.
Très bien, on va clôturer cette page marseillaise, hein. De toute façon, il n'y a pas grand enseignement à tirer de cette première course de la saison. C'est plutôt une reprise, même si on voit déjà quelques noms comme Aurélien Paré-Peintre se montrer. Lilian Calmejane aussi plutôt à l'aise pour sa première course avec sa nouvelle équipe. Un petit peu déçu peut-être de l'équipe Direct Energy qui n'a pas une stratégie très claire entre Vuillermo, entre Anthony Turgis et Edvald Boasson-Hagen. Et au final, pas de top 10 pour l'équipe de Jean-René Bernaudot. On va attaquer avec toi François surtout parce que tu seras notre envoyé spécial toute la semaine du côté du Tour de Garde de l'étoile de Bessèges avec une jolie start list. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point à l'heure qu'il est? Donc je rappelle qu'il est lundi soir 18h30 sur la start list de cette course qui va débuter, si je ne dis pas de bêtises, mercredi. C'est bien ça. Donc, en effet, on a une start list vraiment fabuleuse, avec notamment 3 anciens champions du monde, à savoir Mats Pedersen, Michel Kwiatkowski et Philippe Gilbert. Nous avons 2 anciens vainqueurs du Tour de France, Geraint Thomas et Vincenzo Nibali. J'ai eu des échos comme quoi Egan Bernal devait venir. Donc, bah, écoutez, ça sera la surprise si je le découvre sur la start list. En termes de sprint, à Pascal Ackermann de Bora, on a Nasser Boigny. Côté de Bora Hansgrohe, on a également Lennart Kalmar, on a également Félix Gross-Schartner. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Nibali et de Mats Pedersen. Côté Trek Segafredo, on aura également Bauke Mollema. Et puis AG2R emmène Greg Van Avermaet et Oliver Nassen. Non, franchement, c'est vraiment une start list magnifique. On se croirait presque, presque quasiment je vais pas dire au critérium du Dauphiné parce qu'il y a peut-être pas autant de grimpeurs que ça, mais euh, sur Paris-Nice, on a peut-être pas souvent autant de joli monde parfois, hein. Quand je vois les Nassen, les Van Avermaet, je vois Rigoberto Urán là, qui est sur la start list du côté de chez IF. On a du Niki Terpstra évidemment. On a du De Genkolb, du Wellens, du Gilbert. C'est une très très grosse start list effectivement. Comment on peut expliquer avoir autant de monde aussitôt? Est-ce que on a besoin de se réadapter avec une grosse préparation pour combler un petit peu le manque de courses de la saison passée? Mais déjà, Romain, dis-toi bien que la plupart des têtes d'affiche font leur retour en Australie. Et très rapidement, nous avons appris l'annulation des courses australiennes. Donc, il fallait se rabattre sur certaines courses européennes. Parmi les courses européennes, en Espagne, tu en as qui sont annulées. C'est pour ça que Van Avermaet vient sur Bessèges cette semaine. Donc l'Australie étant annulée, c'est pour ça que Mollema, c'est pour ça que Thomas se sont rapidement inscrits sur Bessèges. À cause de l'annulation en Espagne, Nibali il a dit je viens en France. En fait, c'est ça. Les courses n'ont lieu qu'en France. Donc fatalement, les grosses pointures, si elles veulent se préparer aux échéances, elles n'ont pas le choix. Il faut se préparer sur ces belles courses à étapes parce que moi, je pense que ce sont de très belles courses à étapes. Tu as des beaux reliefs, tu as du dénivelé. Là, en plus, à Bessèges, dimanche, on va terminer par un contrôle à montre qui est très sélectif. Donc moi, je pense que si tu veux te préparer, ne serait-ce que pour le Giro, n'attends pas Tirreno Adriatico. Commence ta saison en février en France. Très bien, Benoît, ton avis sur cette start list et peut-être une réaction par rapport à ce qu'a dit François. On peut dire, je pense qu'on peut dire que c'est les retombées, positives, de la condition, sanitaire actuelle puisque moins il y a de courses, bah, plus les grands noms du cyclisme vont se tourner vers ces courses, un peu plus petites et ça va donner plus d'enjeux et plus de spectacles peut-être, dans cette, course de début de saison. Heu, Après, je rejoins, François sur les noms qu'il y a, sur les favoris aussi, lors de cette course, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots. Heu, Je pense que ça va faire un beau spectacle, vu qu'il y a tous ces noms. Ça va donner beaucoup plus d'intérêt à l'étoile de Bessèges que les autres années. Est-ce que Clément est de retour? Clément, est-ce que tu m'entends? Bien sûr, je suis là, D'accord. je t'entends Et, parfaitement. et là, j'attends ta Heu, réaction sur cette question, sur ces start list de l'étoile de Bessèges.
Bah, écoutez, mais je peux que être d'accord avec Benoît, c'est génial, voilà, voir, des aussi gros noms, en France, sur l'étoile de Bessèges, c'est magnifique, voilà, c'est non, on peut que se réjouir. Comme disait François, c'est sûr que ceux qui font le Giro ont tout intérêt à venir se préparer sur une course comme l'Étoile de Bessèges. Donc non, c'est parfait. Il y aura du bah, on parlait tout à l'heure des transferts, il y aura du Greg Van Avermaet, il y aura des beaux noms donc non, c'est bien et c'est bien pour les organisateurs, c'est bien bon, alors en année normale, on aurait dit: «C'est bien pour, le public». Bon là, malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est bien de voir ces coureurs-là en France et non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Très bien, et ben on suivra ça donc avec toi, François, dès mercredi, et ce jusqu'à dimanche, comme tu l'as mentionné avec le contre-la-montre, des interviews, des réactions, des classements, tout vous sera livré évidemment sur le compte Twitter de notre rédaction cyclisme, oui cyclisme, si vous voulez toutes les informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On vous répondra évidemment en message privé. Et si vous avez des envies, peut-être qu'on aille voir certains coureurs, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. François essaiera au maximum d'aller voir les coureurs et on l'en remercie. On Moi, clôt. Romain, je te lance un pari. Oui, allez, vas-y, c'est parti. Si la zone mixte est ouverte sur l'étoile de Bessèges, je fais plus d'interviews que l'équipe, enfin que la chaîne L'équipe. Eh bien, le pari est pris. Le pari est pris. Il y va tout Allez, c'est seul, hein. fait. Il y va tout seul, attention. Eh ben, Non mais c'est un monstre, c'est un monstre. ah, François, attention, c'est un on a, monstre. on a lâché une bête. Attention, attention à la page Twitter cyclisme. Et donc, voilà, vous retrouverez ces interviews à partir de mercredi sur notre Twitter, comme je le disais. On va conclure cette émission, cette première émission tranquille, hein, une émission de reprise par le cyclocross, parce que François, je sais que tu voulais en dire un petit mot sur ce qui s'est passé hier. Ouais, bah en fait, en tant que grand fan de Wout van Aert, je voulais assister à son 4e sacre et en fait, Mathieu Van Der Poel s'est montré beaucoup plus fort. Cette idée de faire un championnat du monde à Ostende, j'étais assez réfractaire parce que ça se résumait un petit peu à une course sur le sable et puis avec cette fameuse pente à 21%. Mais en fait, en regardant la course, tu t'es rendu compte que c'était vraiment archi sélectif. Euh, je pense que la crevaison de Wout van Aert n'a rien changé, même si il a gagné la Coupe du Monde de cyclocross cette année. Mathieu Van Der Poel en cross, ça reste vraiment le number one et 4 titres mondiaux, franchement, chapeau à lui. Voilà. Si Benoît ou Clément, vous avez suivi cette course, est-ce que vous êtes d'accord avec François sur le fait que la crevaison n'ait rien changé à cette victoire de Mathieu Van Der Poel qui paraît totalement au-dessus, comme le disait François sur le cyclocross? Ce qui est sûr, à mon avis, c'est qu'il y a Wout van Aert et Mathieu van der Poel qui étaient vraiment au-dessus, par contre, du lot. Ils étaient tous les 2 à se faire la course en tête et les autres, n'auraient eu aucune chance, à côté d'eux. Sinon, par rapport à la course, bah, je trouvais les images vraiment très impressionnantes. Ce sont vraiment des virtuoses, quand on sait la difficulté qui est, à rouler dans du sable, épais comme ça, je conseille d'aller voir les images de la course pour ceux qui ne l'auraient pas vu, puisque vraiment c'est un beau spectacle de vélo et ça change aussi du vélo sur route. Et il y a un peu plus d'action, des crevaisons comme ça qui ont fait du mal. Je pense que quand même, sans la crevaison de Van Aert, oui, de Van Aert, il aurait quand même pu y avoir un peu plus match entre les deux sur la fin, avec forcément il y a moins de 30 secondes d'écart entre les deux premiers. Mais sinon, ouais, c'était un beau championnat du monde, j'ai trouvé. Ok, merci Benoît. Clément, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Voilà, j'ai pas pu regarder, la course hier donc mais c'est vrai, bon, je suis assez d'accord avec Benoît. J'avais déjà regardé, quelques courses en cyclo-cross et à chaque fois que les 2 sont présents, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, les 2 sont au-dessus du lot donc de toute façon et pour moi, Mathieu Van Der Poel est légèrement au-dessus de Wout van Aert donc c'est une victoire, je pense, logique et méritée et de toute façon, voilà, c'est 2 monstres, en cyclo-cross donc pas de surprise. Petite question comme ça, subsidiaire, histoire de terminer l'émission. On a vu que Wout van Aert
Mathieu Van Der Poel était capable d'aligner une grosse saison de Coupe du Monde de cyclocross et d'être très performant ensuite sur la route tout au long de la saison. On a vu Romain Bardet qui a essayé de faire sa préparation l'an dernier avec pas mal de cyclocross. Est-ce que vous pensez que ça peut se démocratiser un petit peu plus et qu'on voit un petit peu plus de coureurs de World Tour s'aligner sur les cyclocross et que ça démocratise et surtout que ça apporte un petit peu plus on va dire, de visibilité à cette discipline? François, j'aimerais bien ton avis parce que toi, je sais que tu es un bon fan de cyclocross. Bah, disons que tu as certains routiers qui ont commencé par le cyclocross, certains routiers qui ont commencé par le VTT. Donc ça leur apprend l'agilité, ça leur apprend à faire des efforts intensifs. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le cyclocross, en fait, c'est vraiment intense. Ça ne dure qu'une heure. Maintenant, ils le font parce que ça aide à, à démarrer ta saison sur de bonnes bases. Bardet, s'il a fait du cyclocross, c'est parce que plutôt que faire le tour en 2020, il avait prévu de faire le Giro, donc il fallait qu'il anticipe sa préparation. Et des coureurs, par exemple, pour ne citer que Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, comme ils ont des ambitions sur les classiques et pas n'importe lesquels sur les classiques du mois d'avril, il faut qu'ils calent leur pic de forme bien avant le pic de forme de ceux qui font les grands tours. Et c'est vrai que pour s'entraîner, plutôt que le faire dans ton garage sur ton entraîneur ou sur des routes dans de mauvaises conditions, c'est vrai que le cross pour ça, c'est parfait. Et c'est même ce que me disait Elie Gébert, souvenez-vous que j'ai interviewé il y a 2 mois, il me disait que le cyclocross, c'est vraiment quelque chose qui est complet, qui est ludique. Très bien, bah voilà, merci pour ce mot de la fin, François. Et puis on va se quitter là-dessus pour cette première émission de la saison. On a fait quand même 40 bonnes minutes. C'est vous dire à quel point on a beaucoup de choses à vous dire dans nos émissions et ce n'est que la reprise. On va se retrouver la semaine prochaine pour revenir un petit peu justement sur l'étoile de Bessèges. François nous livrera un petit peu ce qu'il a vécu sur place avec des interviews notamment, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis on abordera petit à petit la reprise du World Tour, donc qui est dans 3 semaines. Peut-être que notre Nico Berlix national sera de retour. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine cycliste et à la semaine prochaine. Salut à tous. Ouais, tu vas voir.